On va avoir le plaisir d'assister à une soutenance de doctorat LMD en architecture, filière toujours architecture, spécialité architecture écologique et durabilité. La doctorante qui va nous exposer son travail est Mademoiselle Kira Tiernel. L'intitulé de la thèse est Vers une stratégie bas carbone intégrée dans le processus de projet architectural, cas d'un complexe touristique à Guelma. Donc, on va voir comme membre expert dans cette commission. À ma gauche, tout à fait au fond, c'est le professeur Essani Hamoud, l'Université 3 Constantine. J'ai aussi, juste à côté, un collègue et aussi docteur Mohamed Saraïteya, pardon, Mohamed Saraïteya, docteur. Et à ma droite, logiquement, c'est ma droite. Donc, à ma droite, c'est aussi docteur Salah Salahana et directeur de thèse, d'autres directeurs de thèse, monsieur Alkama Jamel, professeur Alkama Jamel, et tout à fait au fond à ma droite, docteur, co-directeur aussi, co-directeur Assoul, monsieur, voilà, docteur Assoul. Je vais vous allouer, mademoiselle plutôt, je vais vous allouer à peu près 40 minutes, 35 à 40 minutes pour votre exposé. Après, on va passer aux différents débats. Et vous avez la parole. Merci, monsieur. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement les membres du REI d'avoir accepté d'examiner ce modeste travail. Un grand merci également à mon directeur de thèse, professeur Alkama Jamel, ainsi que mon co-directeur, Dr Dishecha Assoul, pour leur orientation et leur conseil tout au long de ce parcours. À toute ma famille, les honorables assistants pour leur présence et leur soutien. Pour ne plus tarder, je vais vous présenter une synthèse de cette recherche qui s'intitule « Vers une stratégie bas carbone intégrée dans le processus de projet architectural cas d'un complexe touristique également », selon un plan de travail bien défini divisé en 4 sections qui sont contexte général et problématique, suivi par matériel et méthodologie, puis nous avons les résultats et leurs discussions et on termine par une conclusion et des perspectives de la recherche. Commençons par le contexte général et problématique. Au cours de 20 dernières années, le changement climatique a soulevé des questions importantes sur la durabilité du développement mondial. Ce sujet est désormais une grande préoccupation pour l'humanité. C'est pourquoi de nombreux pays ont déployé des efforts considérables pour gérer les émissions de CO2 afin de combattre le changement climatique. Ces émissions étant perçues comme l'une des principales causes des récentes catastrophes environnementales mondiales, notamment que le protocole de Kyoto sous la l'égide des conventions cadre des Nations Unies sur le changement climatique reconnaît le dioxyde de carbone comme le principal gaz responsable du réchauffement climatique. Alors si on pose des questions, quel est le contributeur majeur de ces émissions? Plusieurs études ont montré que l'action humaine influe significativement à la nature, qui présente ainsi la cause de certains problèmes environnementaux, notamment la croissance démographique rapide, entraîne une prévision d'augmentation de 50% de la demande énergétique d'ici 2035 par rapport à 1990. Par ailleurs, en 2013, un rapport des Nations Unies a déclaré que près de la moitié de la population mondiale vit en ville et d'ici 2030, cette proportion augmentera jusqu'à atteindre 80%. Par conséquent, les villes, qui représentent plus de 70% des émissions mondiales de CO2, sont donc des contributeurs majeurs au changement climatique. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de revoir la plupart des activités humaines afin de réduire ces émissions, notamment au niveau du secteur de bâtiment, qui est l'un des principaux responsables, représentant environ 39% des émissions mondiales annuelles de CO2, proviennent presque de toutes les étapes du cycle de vie, de la construction à la démolition, passant par l'exploitation et la rénovation. Avec l'augmentation de la sensibilisation de ce phénomène, il devient pressant de réduire les dépenses énergétiques du bâtiment afin de parvenir à respecter les exigences de réduction des impacts environnementaux et des émissions de gaz à effet de serre, et cela dans le protocole de Kyoto. Ainsi que le sommet de Rio de Janeiro en 1992 a permis d'accélérer le processus menant à la généralisation de la démarche environnementale dans tous les secteurs économiques, notamment dans les secteurs du bâtiment. Il s'impose du fait qu'il soit le secteur le plus énergivore, avec 36% de la consommation énergétique mondiale et 39% des émissions de CO2. Comme de nombreux pays, l'Algérie ne fait pas l'exception.
Le secteur du bâtiment se positionnant également comme le plus énergivore, avec plus de 41% de la consommation énergétique finale nationale, contribuant à 21% des émissions de gaz à effet de serre. Cette spirale étourdissante s'est renforcée d'une manière plus remarquée en 2020, avec une concentration de 82% de la population algérienne dans les villes, entraîne une augmentation significative du niveau d'urbanisation, exerçant une lourde pression sur l'environnement. Cette urbanisation intense affecte également le tourisme durable, avec des bilans énergétiques révèlent que les bâtiments touristiques deviennent de plus en plus énergivores et émettent plus des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a un impact significatif sur l'environnement. Cette situation place le bâtiment touristique face à double défi, assurer sa propre durabilité tout en préserver l'environnement. Cette problématique expose la question fondamentale suivante. Alors, comment intégrer la réduction de l'impact environnemental dans le processus de projet architectural ? Et deux autres questions secondaires peuvent avoir lieu. Quelle est la stratégie écologique qui conduit à la réduction de ces impacts? Et en Algérie, le contexte réglementaire et technique est-il favorable pour concrétiser cette stratégie? Hypothétiquement, on suppose qu'une approche globale, analyse de cycle de vie facilite une intégration plus efficace de la réduction des impacts environnementaux dans l'ensemble des processus de projets architecturaux. La prise en compte de certaines options techniques telles que les choix des matériaux, d'isolation, des systèmes énergétiques et d'équipements de construction peuvent s'avérer une stratégie plus efficace pour diminuer ces impacts. Et actuellement, le contexte réglementaire algérien ne favorise pas la mise en œuvre d'une stratégie environnementale. Il est important de réfléchir sur la mise à niveau des règlements et des procédures technico-administratives relatives à la protection de cadres bâtis. Cet effort de pensée est dans le but de développer une approche évolutive et réaliste permettant d'évaluer de manière quantitative et qualitative la consommation d'énergie et la production de dioxyde de carbone tout au long du cycle de vie du bâtiment, mettre en avant l'utilité de l'analyse du cycle de vie pour identifier les principales sources d'impact environnementaux et les réduire afin de créer les bâtiments décarbonés tout au long de leur cycle. Comprendre la complexité du secteur de la construction pour concevoir des bâtiments à faible empreinte carbone en minimisant ces impacts environnementaux et finalement contribuer au développement d'un cadre réglementaire favorable à la concrétisation des démarches environnementaux dans le processus de projet architectural. À cet égard, notre recherche repose sur trois concepts clés: l'impact environnemental, stratégie bas carbone et analyse du cycle de vie. Tout d'abord, l'impact environnemental, c'est un concept qui englobe l'ensemble des modifications, qu'elles soient favorables ou défavorables, qui se produisent dans l'écosystème en raison d'une initiative, d'une opération, d'une méthode, d'un organisme ou d'un produit depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. Tandis que la stratégie bas carbone, c'est une stratégie qui consiste à réduire les émissions de CO2 en adaptant des technologies et des pratiques plus respectueuses de l'environnement, notamment à travers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et finalement, l'analyse du cycle de vie, c'est une méthode qui évalue l'impact environnemental d'un produit, d'un service ou d'un procédé depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Elle permet d'identifier et de quantifier les effets sur l'environnement à chaque étape du produit. Nous avons alors structuré notre partie théorique en trois chapitres, chacun étant dédié à un concept de notre recherche. Le premier chapitre explore en profondeur les impacts environnementaux des bâtiments en se concentrant spécifiquement sur les enjeux environnementaux des bâtiments touristiques tout en détaillant leur consommation et leurs émissions. Pour répondre aux divers enjeux et impacts environnementaux étudiés précédemment, de nombreux pays ont déployé des mesures pour réduire l'empreinte environnementale des bâtiments, comme la France, avec la loi de la transition énergétique pour la croissance verte en 2015. Cette loi encourage le développement d'une stratégie bas carbone dans tous les secteurs. Alors, le deuxième chapitre se concentre sur les objectifs et les principes de sa stratégie, particulièrement dans le secteur de bâtiment, pour diminuer sa consommation énergétique et ses impacts environnementaux, en analysant la position de notre pays envers cette démarche. Pour mettre en œuvre cette stratégie et atteindre ces objectifs, il est crucial de mesurer les impacts environnementaux du bâtiment tout au long de son cycle de vie. La CV alors permet cette évaluation globale. C'est pourquoi que le troisième chapitre détaille cette méthode divisée en deux sections. L'analyse du cycle de vie des produits et son application au niveau ou bien dans le domaine du bâtiment. En parallèle avec cette recherche bibliographique, nous avons suivi un processus méthodologique précis. Ce processus est composé de trois étapes complémentaires et successives. La première étape consistant en une exploration sur terrain vise à recueillir les données nécessaires de tous les complexes touristiques situés à la ville de Guelma afin de choisir parmi eux notre cas d'étude. La deuxième étape implique des investigations in situ. Nous avons alors étudié un bâtiment tertiaire à la ville de Guelma en menant une campagne de mesures sur place et une enquête pour évaluer le niveau de satisfaction des occupants. Puis, nous avons
effectuer une simulation numérique à l'aide de logiciels Playad qui permet de calculer l'inventaire global des entrées et des sorties d'un bâtiment en combinant ces données avec d'autres termes environnementaux pour nous obtenir un profil environnemental, ce qui nous aide à évaluer l'impact environnemental généré par notre cas d'étude. Alors, commençons par l'exploration sur terrain. La région également présente des nombreuses opportunités touristiques susceptibles de générer des revenus considérables pour la wilaya. Parmi ces opportunités figurent 3 complexes touristiques, dont le complexe Al-Baraka. En particulier, sa nouvelle partie a été choisie selon des critères spécifiques, tels que l'implantation. Il fallait de choisir un cas d'étude loin des facteurs naturels et du transport, et aussi l'année de réalisation dont il était souhaitable d'être construit simultanément avec la loi de la stratégie. La composition architecturale du plan d'ensemble de cette nouvelle partie met en valeur l'hôtel en premier plan avec l'entrée de hammam, ce qui le rend plus attrayant pour les usagers. Il se compose de 6 studios et 27 chambres. Parmi ces chambres, nous avons choisi une chambre parmi les plus demandées des usagers grâce à ces vues panoramiques offertes par les fenêtres à 2 côtés, ou bien permis aux visiteurs de profiter pleinement des environnements extérieurs. La chambre d'études sélectionnée, située au 3e étage, est orientée vers le sud-ouest. Pour mieux comprendre le niveau de confort au niveau de cette chambre, nous avons décidé de mener une campagne de mesure. Cette campagne évalue le confort hygrothermique et aérolique à 5 moments différents de la journée. Le tableau suivant montre un exemple de la fiche de mesure de ces paramètres. Mais avant de commencer cette campagne de mesure, nous avons utilisé le fichier climatique de la ville également avec le logiciel Climate Consultant pour gérer un diagramme psychométrique. Cela nous a permis d'identifier la période la plus chaude et la période la plus froide de la nuit. Alors, à l'aide d'un anémomètre et d'un thermohygromètre, nous avons mesuré la température, l'humidité relative et la vitesse de l'air. Pour garantir une objectivité maximale, les positions et hauteurs des mesures ont été soigneusement sélectionnées. Elles sont prises à hauteur de 1,1 m, adaptées aux activités assises et debout. Ces mesures sont effectuées à l'intérieur et l'extérieur de la chambre. En parallèle avec cette campagne de mesures, nous avons évalué le niveau de satisfaction des occupants en été et en hiver, sachant que nous avons rencontré des grandes ou bien des difficultés majeures lors de cette interrogation. Alors, nous allons maintenant présenter les principaux aspects de notre méthodologie d'enquête en décrivant le cadre de notre démarche. Nous avons opté pour l'entretien semi-directif comme méthode d'enquête, choix guidé par les objectifs spécifiques de cette étude. Ce type d'entretien offre à l'interviewé la possibilité d'exprimer ses préoccupations de manière naturelle tout en suivant un fil conducteur qui assure le maintien du sujet principal. L'enquête menée par l'entretien semi-directif est organisée autour de 3 volets principaux. Les informations générales, l'extérieur du bâtiment et l'intérieur du bâtiment. Les répondants sont invités à noter leur niveau de satisfaction selon une échelle de 0 à 4, allant de très peu satisfaisant à très satisfaisant. Les principaux objectifs de cette enquête est de recueillir les avis des occupants afin de valider leur niveau de satisfaction, d'évaluer la concordance entre certains paramètres mesurés et les résultats obtenus de cette enquête, et notamment d'analyser le comportement des occupants afin d'établir des scénarios d'utilisation nécessaires pour la simulation thermique dynamique. À ce stade, nous avons arrivé à l'étape de la simulation. Cette dernière repose sur des simulations informatiques réalisées avec le logiciel Playad et ses modules et porte sur 3 aspects, thermique, énergétique et environnemental. Commençons par la STD. 3 dimensions sont essentielles pour la réaliser. Premièrement, le contexte géographique qui est caractérisé à partir des données climatiques. Dans notre cas, la station météorologique d'Algérie et ses données ne sont pas incluses dans Playad, donc nous devons les introduire nous-mêmes. Pour cela, le module STD qu'on fait de Playad intègre l'utilitaire MétéoCalc qui nous permet de créer et d'importer nos propres données météorologiques créées par le logiciel Météonorm 8 que nous avons utilisé. Deuxièmement, les caractéristiques physiques du bâtiment qui sont représentées de manière fidèle à la réalité. Et troisièmement, on trouve des scénarios d'usage qui représentent les habitudes d'utilisation des occupants d'un bâtiment. Parmi eux, certains sont définis, comme nous avons déjà mentionné, à partir d'une enquête menée. Une simulation thermique dynamique déjà développée sera d'abord effectuée sur le cas initial du bâtiment afin d'évaluer l'ensemble des besoins énergétiques requis pour le confort des occupants à l'aide des modules modulaires et éditeurs. Par la suite, à partir des résultats de ces simulations exportées vers le module ACVECAR, une analyse de cycle de vie sera réalisée sur 80 ans afin d'évaluer tous les impacts environnementaux engendrés par le bâtiment.
Alors, la norme ISO 14040 définit 4 étapes nécessaires pour cette méthode. La première consiste en une définition précise pour les objectifs de l'étude, incluant la description du système de produit étudié, sa fonction et son unité fonctionnelle. La seconde étape concerne la compilation et la quantification des flux de matière et d'énergie entrant et sortant tout au long du cycle de vie du bâtiment. Ce module Novacare les classe en 4 catégories: transport, énergie, eau et déchets. La collecte de ces données constitue un processus complexe. Pour en faciliter la réalisation, plusieurs bases de données ont été développées, parmi lesquelles EcoInvent, qui est l'une des plus reconnues et utilisées dans cette étude. Pour procéder à l'évaluation, qui est la troisième étape, de l'impact du cycle de vie du bâtiment, Novacare propose des hypothèses relatives à la durée de vie des matériaux de structure, d'isolation, des revêtements, ainsi que des portes et des fenêtres, permettant ainsi de mener à bien l'évaluation. L'interprétation des résultats obtenus à partir de 12 indicateurs environnementaux tout au long du cycle de vie du bâtiment permet d'identifier la phase ayant le plus grand impact sur l'environnement ainsi que ses principaux contributeurs. Arrivons maintenant aux résultats et leurs discussions. Commençons par l'évaluation de la qualité de confort par la compagnie de mesure. Dans la saison hivernale, une chambre située au sud-ouest est plus chaude car elle est exposée au soleil pendant les périodes les plus froides. Les mesures de la température obtenues pendant la saison hivernale sont expliquées par cette exposition solaire, ce qui entraîne une diminution des besoins en chauffage pendant ces heures. Tandis qu'en été, les résultats montrent des températures similaires à l'intérieur et l'extérieur de la chambre, indiquent une isolation thermique insuffisante et une possible perméabilité à l'air. L'exposition au soleil, surtout pour une chambre orientée sud-ouest, ainsi que le manque de ventilation aggrave les températures élevées à l'intérieur. Passons au résultat d'humidité relative qui est l'un des facteurs les plus nuisibles pour le confort et la qualité de l'air à l'intérieur. Il montre que pendant la période hivernale, des valeurs d'humidité relative similaires à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre peuvent indiquer une perméabilité importante aux conditions extérieures, causées par des fuites d'air ou une isolation insuffisante. Les conditions météorologiques extérieures comme les précipitations peuvent également affecter directement l'humidité intérieure, surtout lorsque les ouvertures sont fermées pour conserver la chaleur. Tandis que pendant la saison estivale, il est observé que les niveaux d'humidité relative à l'intérieur sont supérieurs à ceux enregistrés à l'extérieur. Ce phénomène peut résulter de l'accumulation d'humidité à l'intérieur des espaces habités, notamment suite à des activités humaines telles que la douche ou en raison d'une ventilation inadéquate. Cela peut créer une ambiance intérieure inconfortable et avoir un impact sur la santé des résidents. Les mesures effectuées avec l'anémomètre dans la chambre d'études montrent une vitesse de l'air relativement stable en hiver, en dépassant par 0,2 m par seconde, ce qui reste dans la plage de confort. En revanche, durant l'été, la vitesse du vent varie entre 0,1 et 0,43 m par seconde, entraînant une ventilation insuffisante. Ces vitesses ne compensent pas les températures élevées, ce qui provoque un inconfort thermique accentué par l'humidité observée. En ce qui concerne l'évaluation de la qualité du confort pour l'enquête de satisfaction auprès des usagers, les occupants des pièces orientées au sud-ouest constatent qu'elles nécessitent peu de chauffage en hiver grâce à l'exposition au soleil et l'absence des courants d'air. Cependant, en été, ils expriment une insatisfaction due à des températures trop élevées et une ventilation insuffisante, obligeant à recourir fréquemment à la climatisation et à utiliser les stores afin de limiter la chaleur. Alors, les retours des occupants et les données mesurées confirment que lorsque le confort thermique est insuffisant, la demande énergétique augmente, entraînant un impact environnemental notable. À cet égard, nous avons arrivé à cette partie dont les résultats de l'évaluation des performances de la chambre étudiée dans son cas initial sont présentés en se concentrant sur le confort thermique, la consommation énergétique et bien sûr l'impact environnemental. Commençons par l'aspect thermique. Le diagramme présenté dans la figure met en évidence la performance du confort adaptatif de la chambre du troisième étage en relation avec le nombre total d'heures d'occupation annuelle de cette pièce. Les résultats ont montré que les conditions de la chambre se trouvent dans la plage de confort pendant 50,6% des heures d'occupation. Autrement dit, les occupants trouvent la chambre confortable environ la moitié du temps. Toutefois, cela implique que pour environ 49,4% du temps, les conditions ne sont pas optimales. Cela suggère qu'il est nécessaire d'améliorer l'enveloppe du bâtiment. Passons à l'aspect énergétique. La figure ci-dessus montre la consommation d'énergie
mensuel pour le chauffage et la climatisation de la chambre étudiée. La demande de refroidissement est dominante de juin à septembre avec un pic de 1189 kWh en juillet, tandis que la demande de chauffage atteint son maximum en janvier à 946 kWh. La consommation annuelle est de 92 kWh par mètre carré pour le chauffage et 116 kWh par mètre carré pour le refroidissement. Alors le climat chaud et sec de Galma, ainsi que l'orientation sud-ouest de la chambre justifie une demande énergétique plus élevée pour la climatisation, nécessitant des stratégies adaptées pour les deux besoins. En exportant ces données vers le module Nova Eker pour une évaluation environnementale, les résultats de cette dernière révèlent que la chambre a un impact significatif sur la consommation totale d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production des déchets radioactifs. Parmi les 4 phases du cycle de vie, la phase d'utilisation a l'impact le plus élevé. Les données du tableau montrent que 94,02% des impacts environnementaux de la chambre proviennent de cette phase, tandis que la phase de démolition ne représente que 0,26% de ces impacts. Alors, les principaux contributeurs aux impacts environnementaux pendant cette phase sont souvent liés à la consommation d'électricité, au chauffage et au refroidissement de la chambre, dépendant largement des caractéristiques de l'environnement, du bâtiment et de l'efficacité des matériaux d'isolation utilisés. Alors, en examinant spécifiquement les émissions de gaz à effet de serre, la construction génère 6,39 tonnes de CO2 équivalent, la rénovation 0,20 tonnes, la fin de vie 0,12 tonnes et la phase d'exploitation 117,90 tonnes. Totalise 124,61 tonnes de CO2 équivalent sur 80 tonnes pour une superficie de 27,46 m². Cela correspond à une moyenne de 56,72 kg de CO2 équivalent par an et par mètre carré. Soulignant la nécessité de réduire l'impact environnemental des constructions et de promouvoir un avenir à faible émission de carbone. À cet égard, des scénarios d'amélioration ont été proposés pour notre cas d'étude. Ce schéma présente ces dernières. Il explore plusieurs pistes, notamment les choix des menuiseries, la variation de la nature, des isolants utilisés, l'augmentation de l'épaisseur de l'isolant existant déjà sur le toit, ainsi que l'intégration des panneaux photovoltaïques. Une comparaison des matériaux d'isolation et des menuiseries est faite selon 2 points de vue, thermique et environnemental, dans le but d'optimiser les performances énergétiques tout en réduisant l'impact environnemental du bâtiment. Commençons par le premier cas, scénario de choix des menuiseries. Dans le scénario initial, les fenêtres sont en aluminium avec un simple vitrage. Nous réaliserons une comparaison thermique et environnementale entre ces fenêtres et celles en PVC avec triple vitrage permissif rempli de gaz argan. Les caractéristiques détaillées des différentes fenêtres sont présentées dans le tableau ci-dessous. Lors de l'utilisation de ce type de vitrage sur les deux côtés de la chambre, les besoins en chauffage sont de 80 au lieu de 92 kWh par mètre carré dans la situation initiale, soit une réduction de 12 kWh par mètre carré, ainsi que les besoins en climatisation sont passés de 116 à 92 kWh par mètre carré. Tandis qu'au niveau environnemental, on observe une diminution notable des divers impacts environnementaux variés entre 11,41% pour les déchets inertes produits et 0,42% pour l'eutrophisation. Sur l'ensemble des phases du cycle de vie, les 3 indicateurs environnementaux ayant enregistré des réductions les plus importantes sont les déchets inertes produits, l'odeur et l'effet de serre. Cette diminution finale se manifeste par une réduction de 10,84 tonnes équivalent CO2 sur la totalité de la durée de vie de la chambre. Passons au scénario de la nature d'isolant sur les façades, les matériaux d'isolation jouent un rôle crucial dans la performance environnementale des bâtiments, répondant aux exigences d'efficacité énergétique et aux objectifs de la décarbonation. Les laines minérales telles que la laine de verre et la laine de roche sont reconnues pour leurs bonnes propriétés thermiques et leur coût abordable, mais leur production nécessite une forte consommation d'eau, impactant négativement l'environnement. Les isolants synthétiques tels que le polystyrène expansé et le polyuréthane ont un bilan carbone défavorable et émettent des polluants. Le polyuréthane se distingue par sa faible conductivité thermique, mais c'est aussi celui qui génère le plus des émissions de gaz à effet de serre. Les isolants d'origine biologique tels que le chanvre, le coton, la laine de mouton, la ouate de cellulose ainsi que les panneaux de liège
ou bien la laine de bois offrent des bonnes performances thermiques tout en ayant un impact environnemental réduit grâce à leur capacité à stocker le CO2. La fibre de bois et la laine de chanvre sont rebelles particulièrement efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À cet égard, pour répondre aux défis environnementaux actuels, nous envisageons d'utiliser l'un de ces isolants pour l'isolation de la chambre. Nous comparons deux options. L'isolation des murs avec une couche de 5 cm de fibre de bois et d'autre part de 5 cm de la laine de chanvre. En comparaison avec le critère thermique, l'utilisation de la laine de chanvre dans la composition du mur extérieur montre des besoins énergétiques inférieurs par rapport à la fibre de bois. De manière similaire en ce qui concerne le critère environnemental, comme représenté sur la figure à droite, les deux indicateurs environnementaux sont plus faibles lorsque nous utilisons la laine de chanvre. Les trois indicateurs les plus nettement réduits sont les déchets inertes produits, l'odeur et les émissions de gaz à effet de serre. Arrivant au scénario d'augmentation d'épaisseur d'isolation existante au niveau de toit, la résistance thermique pour l'isolation d'une toiture doit disposer d'un coefficient R supérieur ou égal à 8. Selon la réglementation environnementale 2020, les besoins annuels en énergie dans le cas initial sont de 208 kWh par mètre carré. Lorsqu'on augmente l'épaisseur d'isolant de la toiture, les besoins sont de 177 kWh par mètre carré. Ces résultats montrent une baisse significative des besoins en énergie atteignant jusqu'à 14,91%. Par conséquent, tous les impacts environnementaux sont réduits entre 11,09% et 0,38% dans toutes les phases du cycle de vie. Ceci confirme que l'utilisation d'une isolation avec un isolant plus respectueux de l'environnement s'est avéré être une meilleure solution d'un point de vue environnemental. Finalement, on a le scénario d'énergie renouvelable. Dans cette variante, des panneaux monocristallins sont installés sur une partie de toit, soit 10 mètres carrés. Ceci est approximativement égal à un tiers de la surface totale du toit de la chambre. L'assemblage ne nécessite aucune soustraction d'éléments d'étanchéité. Les panneaux photovoltaïques sont fixés directement au-dessus du toit avec une lame d'air en dessous à travers des supports. Comme il est représenté sur la figure ci-dessous, ces panneaux permettent la production de 1965 kWh par an, soit 97,9% de la consommation électrique annuelle qui s'élève à 1900 kWh, avec un surplus d'électricité produit par ces panneaux durant le mois d'avril et d'avril à septembre. Par conséquent, une analyse de cycle de vie sera réalisée en se basant sur cette hypothèse. Il est observé que les phases de construction et de rénovation représentent 6,68% et 0,98% respectivement des impacts globaux, alors qu'elles contribuaient à 4,97% et 0,73%. Dans le scénario initial, ces hausses sont entièrement dues à l'installation de 10 mètres des panneaux photovoltaïques. La part de la phase d'utilisation est diminuée de 84% à 81% dans le scénario initial. Lors de la comparaison entre le scénario initial et les 12 indicateurs environnementaux de cette variante, illustrés par la figure à droite, on observe une diminution des résultats pour tous les indicateurs. Les trois paramètres montrent les variations les plus significatives sont les déchets radioactifs, l'épuisement des ressources abiotiques et la demande totale d'énergie cumulée. Arrivons au cas du scénario optimal de notre cas d'étude. Dans ce scénario, il est combiné tous les scénarios déjà étudiés pour avoir une chambre plus performante. Le graphique de confort thermique adaptatif de la figure montre une légère augmentation du nombre d'heures dans la zone de confort par rapport au cas de base, ce qui est indiqué par davantage des carrés bleus dans la zone de confort. Il s'agit d'un léger écart de 50,6% à 54,3%. soit une amélioration de 3,7% par rapport au scénario de base. Il est essentiel de noter que ces résultats démontrent qu'avec le scénario d'amélioration appliqué, il était possible de maintenir des conditions thermiques confortables. Tandis qu'au niveau énergétique, l'optimisation a réussi à réduire la consommation d'énergie dans la chambre étudiée, comme la montre la figure ci-dessous. Le besoin en énergie a diminué de 208 kWh par mètre carré à 104 kWh par mètre carré, avec une diminution de 104 kWh par mètre carré. Les résultats d'évaluation environnementale présentés dans la figure à gauche, qui montrent le pourcentage de chaque indicateur par rapport au scénario initial tout au long du cycle de vie de la chambre d'études, nous avons réalisé une amélioration de 35,88% par rapport au cas initial. Cette figure
montre les résultats détaillés de chaque phase de l'analyse du cycle de vie dans les deux cas initial et cas optimal, en comparant les deux indicateurs environnementaux. Il est à noter que dans les deux cas, pour chaque indicateur, la phase d'exploitation montre un impact significatif sur l'environnement. Cette phase était moins réduite dans le cas amélioré de 38,04% par rapport au cas initial. Les déchets radioactifs lors de la phase d'utilisation présentent la plus grande différence par rapport aux autres indicateurs environnementaux étudiés. Dans ces deux cas, ainsi que l'épuisement des ressources abiotiques et la demande cumulative d'énergie, avec un pourcentage d'amélioration de plus de la moitié grâce à un nouveau scénario appliqué. Suite à une telle diminution de la demande cumulative d'énergie, on obtient une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre de moins 35,01%, ce qui contribue à avoir une chambre bas carbone. Les résultats de chacune des phases d'exploitation de l'analyse du cycle de vie pour les deux cas étudiés sont illustrés dans cette figure. Ils montrent que les impacts environnementaux principalement liés à la consommation d'électricité, au chauffage et au refroidissement ont été réduits de manière significative grâce à l'installation des panneaux photovoltaïques et à l'amélioration de l'isolation. Ces mesures ont permis de diminuer les besoins énergétiques et les émissions associées. En combinant ces scénarios, une réduction de plus de 35% des impacts environnementaux a été observée, aboutissant à une chambre à faible empreinte carbone, particulièrement pendant sa phase d'exploitation. En conclusion, cette étude a pour objectif de contribuer à la problématique en analysant la performance thermique, énergétique et environnementale d'une chambre d'hôtel dans un complexe touristique également. L'analyse couvre les phases de construction, d'exploitation, de rénovation et de fin de vie. En évaluant les besoins énergétiques et les impacts environnementaux, nous avons utilisé le logiciel Playad intégrant un moteur de simulation thermique dynamique ainsi que l'outil ACV-ECARE pour évaluer les 12 indicateurs environnementaux. L'ACV menée dans le cadre de notre étude a pour objectif d'identifier les éléments clés à considérer et de déterminer à quelle étape du cycle de vie du bâtiment il convient d'intervenir afin de réduire les impacts environnementaux, corroborant ainsi notre hypothèse initiale. Les résultats révèlent que la phase d'utilisation de la chambre contribue à 94,02% des émissions des impacts environnementaux totaux. Ces observations sont en accord avec les travaux de Limanchua et Teller, qui ont également établi que plus de 86% des impacts environnementaux des bâtiments proviennent de cette phase. L'application des scénarios basés sur une stratégie à faible émission de carbone, telle que l'installation des fenêtres en PVC à triple vitrage avec gaz argan, l'utilisation d'isolants biosourcés et l'intégration d'énergie renouvelable, permettront de réduire les besoins énergétiques de la chambre de 50% et de diminuer les impacts environnementaux de 35,88% par rapport à l'état initial, confirmant ainsi notre deuxième hypothèse. L'installation des fenêtres en PVC à triple vitrage PMC argan entraîne une baisse significative des besoins énergétiques lors du remplacement du vitrage, pouvant atteindre jusqu'à 17,31% par rapport à l'utilisation d'un simple vitrage. Cette réduction des besoins se traduit par une diminution des émissions de 10,84 tonnes de CO2 équivalent sur l'ensemble du cycle de vie de la chambre. Après avoir examiné les performances thermiques, isolantes thermiques, énergétiques et environnementales de divers matériaux, nous avons choisi la laine de chanvre. Ce matériau à la fois écologique et biosourcé se distingue par ses propriétés remarquables dans ces domaines. Les résultats de notre étude confirment ces avantages. L'utilisation de la laine de chanvre permet une réduction de 12,99% des besoins énergétiques et diminue les émissions de CO2 de 12,04 tonnes sur l'ensemble du cycle de vie de la chambre. De plus, en augmentant l'épaisseur de l'isolant du toit, initialement isolé avec le liage écologique, nous avons réussi à réduire le besoin énergétique de 14,91% et les émissions de CO2 de 9,68 tonnes tout au long du cycle de vie de la chambre. Ainsi que l'analyse du cycle de vie a également révélé que l'intégration des panneaux photovoltaïques monocristallins offre un avantage environnemental significatif, réduisant considérablement les impacts environnementaux. Alors, notre recherche confirme que l'amélioration de la performance thermique des bâtiments passe par l'optimisation des composants de leur enveloppe, ce qui est essentiel pour la gestion énergique et la réduction de leur empreinte carbone. Les résultats de Dahria corroborent cette conclusion, démontrant que l'empreinte environnementale est étroitement liée au taux de
de la consommation d'énergie et à la performance thermique. Il est donc crucial que les acteurs du bâtiment adoptent une stratégie bas carbone dans le processus de projet architectural en équilibrant entre la performance énergétique et la justification environnementale. Ce projet de recherche s'allie sur cette approche en mettant en évidence que l'adoption des vitrages performants, des matériaux biosourcés et l'intégration des énergies renouvelables permettent de créer une enveloppe efficace, favorisant ainsi les économies d'énergie et la réduction des impacts environnementaux. Cela contribue à la création d'un bâtiment bas carbone. Et finalement, il est impératif de généraliser ces pratiques aux bâtiments en Algérie et de développer des services d'évaluation environnementale dès la phase de conception en utilisant une méthode d'analyse de cycle de vie adaptée spécialement au secteur du bâtiment. Comme dans tout travail de recherche, plusieurs obstacles et limites ont été rencontrés. Parmi eux, lors des 2 saisons d'enquête, des difficultés majeures ont surgi lors de l'intégration des usagers de l'enquête, entraînant une perte de temps significative et comportant l'efficacité de la collecte des données. De plus, l'absence d'une licence complète pour le logiciel choisi a limité la portée des recherches, bien que l'École des mines de Paris ait fourni une licence éducative temporaire pour les simulations juste un mois. Cette limitation a restreint la possibilité d'explorer et d'analyser plus des données de manière plus approfondie. D'autre part, cette étude offre des contributions novatrices pour l'analyse du cycle de vie dans le domaine de la construction. Les résultats obtenus peuvent servir de référence pour optimiser la gestion énergétique et réduire l'empreinte carbone. Les futures recherches pourraient explorer plusieurs axes, tels que l'axe de la comparaison des coûts financiers, tels qu'une analyse des coûts financiers de la chambre dans son cas actuel et sous différents scénarios envisagés, permettant une évaluation économique détaillée, ainsi qu'un autre axe tel que l'intégration interdisciplinaire de la CV, comme une incorporation de la CV dans d'autres disciplines architecturales comme l'étude de la typologie des bâtiments pour une approche holistique de la conception. Évaluation des conceptions circulaires comme une utilisation de la CV pour évaluer les approches de conception circulaire dans la construction en mettant l'accent sur la durabilité et la réutilisation des bâtiments. Et finalement, on a le dernier axe qui est l'analyse de la durabilité et de la résilience, telle qu'une étude de la durabilité et de la résilience des matériaux à faible émission de carbone sur l'ensemble de vie en tenant compte de leur performance dans diverses conditions environnementales. Et merci pour votre attention.